Avant de commencer le talk, je voudrais vous poser une question un peu simple. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Haha. Des réponses? Une idée? L'intelligence artificielle, c'est un ensemble de théories et de techniques qui sont mis en œuvre pour simuler de l'intelligence dans un système ou une machine. Pourquoi, à votre avis, il y a un buzz maintenant? L'intelligence artificielle, ça a commencé dans les années 50, en 2019. Pourquoi on parle de deep learning maintenant? Exactement, on a beaucoup de données et on a des capacités de traitement qui nous permettent de traiter ces données-là. L'intelligence artificielle, c'est plein de branches. L'une des branches, qui est beaucoup en vogue actuellement, c'est tout ce qui est machine learning. Le machine learning, c'est donner la capacité d'une machine à apprendre sans être explicitement programmée pour. Ça a été chouette cette définition quand même, pour le soir là. En gros, c'est vous allez donner des données à une machine. La machine, vous allez lui dire bon, je veux effectuer telle ou telle tâche, et elle va se débrouiller sans que vous intervenez explicitement. Et puis, elle va faire un modèle qui va faire la tâche de prédiction, de classification, de régression, de clustering, peu importe que vous voulez faire. Et dans tout le machine learning, en fait, le machine learning, il y a 5 branches qui sont issues de différents courants. Il y a une branche qui s'appelle l'approche connexionniste. Et l'approche connexionniste, elle s'inspire du cerveau humain. Et c'est ce qu'on appelle le deep learning. Très bien. Donc, je suis Alexia Haudevard, je suis data et enthousiaste. Comme on l'a dit, j'ai fondé ma société. Je suis présidente du Meetup Toulouse Data Science. Donc, si vous êtes de passage à Toulouse, n'hésitez pas à venir nous faire signe. Ou si vous voulez nous proposer un talk, on est toujours content d'accueillir des étrangers de la région de Toulouse. On accueille les autres aussi. Et depuis décembre, je suis Google développeur expert en machine learning, ce qui me permet en fait d'être en contact avec les équipes qui développent TensorFlow et du coup connaître un petit peu les nouveautés que je vais essayer de vous partager durant ce talk. Alors avant toute chose, on va passer un peu d'historique pour comprendre bien ce que c'est que TensorFlow et puis après on ira progressivement dans toutes les nouveautés. Alors, tout d'abord, TensorFlow c'est un framework de deep learning qui a été open sourcé par Google en 2015. Donc Google a beaucoup de données, ça, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit. Et donc du coup, excusez-moi, ça n'arrête pas de souffler. C'est mieux là ? Donc pour traiter ces grosses volumétries de données, ils ont développé un framework de deep learning qui s'appelle TensorFlow. C'est l'un des frameworks les plus populaires en deep learning. Pourquoi? Parce qu'il est à la fois utilisé par des gens qui font de la recherche et à la fois utilisé par des gens qui font du développement. Ce qui n'est pas le cas de tous les frameworks. Par exemple, Café, c'est plus orienté recherche que développement. Qu'est-ce qui fait la force de TensorFlow? C'est que TensorFlow, c'est flexible. En fait, on verra tout à l'heure, on peut écrire à la fois des API, on peut utiliser des API de bas niveau et coder tous les tout petits détails des réseaux, mais on peut aussi utiliser des API de plus haut niveau qui nous permettent de gagner du temps quand on n'a pas besoin de faire des choses ultra spécifiques. Ça supporte différents langages. Attention, c'est le seul moment où on va parler de JavaScript. Donc, ça supporte le Python, essentiellement, du JavaScript et du Swift. Et les modèles peuvent être entraînés sur plusieurs plateformes. Ça peut être à la fois entraîné sur vos processeurs d'ordinateur, les CPU. Ça peut être entraîné sur vos cartes graphiques, ce qu'on appelle les GPU, Graphical Processing Unit, ou alors sur les TPU. Tout le monde connaît les TPU? Qui ne connaît pas les TPU? Bouh. Donc les TPU, c'est une invention de Google qui permet en fait c'est un composant qui permet d'effectuer des calculs matriciels de manière très très optimisée. Donc si vous voulez utiliser des TPU, vous n'avez qu'une seule façon, c'est d'utiliser le GCP parce qu'ils ne vendent pas leurs composants au grand public.
Et puis, ce qui fait encore la force de TensorFlow, c'est le fait qu'on peut déployer ces modèles n'importe où, que ce soit sur des machines, des serveurs, des smartphones, un Raspberry Pi, de l'Android Things, etc. Mais du coup, cette flexibilité, qui permet de tout faire, ça amène aussi beaucoup de complexité. Et on va voir que les API ne sont pas forcément très clairs, enfin, étaient pas très clairs. On avait plusieurs API de haut niveau, donc on ne savait jamais laquelle utiliser. Après, il y avait des API de bas niveau et des API de haut niveau. Et du coup, la question qui revenait souvent, c'est est-ce que je dois apprendre d'abord le bas niveau ou est-ce que je dois apprendre le haut niveau? Bon, bah ça, c'était un peu énigmatique. Et puis, quel mode d'exécution on doit utiliser? Donc tout ça, on va le développer dans la suite de la présentation. Du coup, en résumé, la communauté de TensorFlow, ils ont écouté un petit peu leurs développeurs. Ils ont vu qu'il y avait beaucoup de retours sur le fait que la doc, elle n'était pas terrible, il faut dire ce qui est. Voilà, on est tous unanimes. Que les gens, ils voulaient un framework qui soit facile pour faire du prototypage, mais aussi qui soit facile à débugger, ce qui n'était pas forcément le cas. Et donc, du coup, ils ont pris tout ça et ils se sont dit, bon, on va rebâtir un nouveau TensorFlow, donc qui se base quand même un petit peu sur ce qui existait. Et ça a donné TensorFlow V2. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand TensorFlow V2 va vraiment sortir, parce que là, pour l'instant, on est dans les versions bêta, la version 1 de TensorFlow ne sera plus maintenue. Donc, du coup, écoutez bien le talk jusqu'à la fin, parce que ça pourrait vous servir. Donc là, actuellement, on est en TensorFlow 2 bêta. Donc, en mars 2019, il y a eu le TensorFlow Summit à San Francisco. Enfin, ce n'est pas San Francisco, c'est en Californie, mais je ne sais plus où exactement. Où là, ils ont annoncé la version alpha. Récemment, ils ont annoncé la version bêta, et à la fin de l'été, normalement, on devrait avoir une version 2 finale. Donc ça, c'est la roadmap dans les grandes lignes. Si vous voulez installer TensorFlow Beta, vous avez la petite commande qui va bien. Donc du coup, qu'est-ce qui a changé? Alors, en fait, ils ont axé leur développement sur 3 critères. Le premier, c'est rendre l'API plus facile à utiliser. Qu'elle soit plus claire, du coup, on s'embête moins, et qu'elle soit plus flexible. Voilà, donc on va développer chacun des points. Pour commencer, on va parler des API haut niveau. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, TensorFlow, c'est le framework de deep learning l'un des plus populaires, mais il y en a d'autres. Il y a par exemple Theano et CNTK. Ces frameworks-là, ils ont chacun leur cycle de vie et leur communauté et leur mode de fonctionnement. Un Français qui s'appelle François Chollet, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler, il travaille chez Google. En fait, c'est un Kaggle Master. Et donc, pour faire ses compétitions Kaggle, il s'est dit, mais moi, leur truc là, c'est sympa, mais il y a des fois, j'aimerais bien qu'il y ait des API d'un peu plus haut niveau, de façon à ce que ça me simplifie mon travail et que peut-être je puisse gagner mes compétitions Kaggle et être très riche. Et donc, du coup, il a commencé à développer dans son coin une librairie qui s'appelle Keras. Et puis, il l'a rendue open source. Et cette librairie, en fait, est devenue l'API de plus haut niveau de, entre autres, ces 3 frameworks, TensorFlow, Theano et CNTK. Mais du coup, on se retrouve à avoir donc, Keras, qui est notre API de plus haut niveau, et puis après, du coup, TensorFlow, Theano et CNTK, qui vivent chacun leur vie. Et donc, ce n'est pas forcément super optimisé, parce que ce n'est pas les mêmes équipes de développement. Donc, ce que Google a décidé de faire, c'est qu'ils se sont dit, bon, en plus François Chollet travaillant chez Google, je pense que ça doit un petit peu aider. Ils se sont dit, nous, on va prendre Keras et puis on va l'intégrer dans TensorFlow et faire en sorte que vraiment le code qui est entre Keras et TensorFlow soit transparent et soit super optimisé. Donc ça, c'est le modèle d'API de TensorFlow V1. Donc vous avez en fait tout ce qui est API de bas niveau ici, milieu niveau et haut niveau. Vous voyez qu'en haut niveau, vous avez deux paradigmes différents. Vous avez TF Keras, donc c'est l'implémentation de Keras dans TensorFlow, et puis Estimator. TensorFlow Keras, en version 1,
c'était l'API qui permettait de faire du prototypage très simplement et très rapidement. Par contre, dès lors que vous voulez passer en production et que vous vouliez des performances, donc vous vouliez rendre votre modèle scalable, fallait surtout pas faire ça. Vous alliez droit dans le mur. Donc du coup, ils avaient une autre librairie qu'ils avaient développée qui s'appelait Estimators, et où là, en fait, c'était vraiment l'API haut niveau, plus compliqué à prendre en main, mais par contre, qui était scalable. Donc dans Estimator, il y a deux types. Il y a Premade Estimator. Donc ça, c'est pour faire tout ce qui est transfer learning. Vous prenez des modèles qui ont déjà été pré-entraînés, et puis vous pouvez les réutiliser pour faire une autre tâche. Ou alors, vous avez le Custom Estimator, où là, vous écrivez vos propres fonctions, vos propres modèles, et puis vous pouvez vous en servir. Du coup, ce qu'ils ont dit, c'est qu'en version 2, ils allaient enlever TF Layers, l'API de milieu niveau, et puis ils allaient mettre tout le paquet sur TensorFlow Keras, de façon à ce que TensorFlow Keras devienne l'API de haut niveau de référence de TensorFlow. Par contre, il y a toujours Estimators. Donc si vous avez des modèles avec Estimators, don't panique, ça marche toujours. Mais si vous avez des nouveaux modèles à développer et que vous utilisez TensorFlow V2, un petit conseil, partez directement sur Keras. Alors on va rentrer un petit peu dans l'implémentation de Keras TensorFlow. Donc ça, c'est du code TensorFlow V1, donc de Keras. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On crée un modèle de type ce qui s'appelle séquentiel, c'est-à-dire qu'on va avoir les différentes couches qui vont être empilées. Donc on a d'abord une couche flat, après un dense, un dropout et un dense. On va compiler tout ça, on va l'entraîner et on va l'évaluer, et hop, on a notre modèle. Attention, vous êtes prêts? Version 2. Je vous le refais, parce que c'est quand même intéressant, on a le temps. Donc là, c'est la V1. Là, c'est la V2. Il n'y a que le titre du slide qui change. En fait, en vrai, oui, le code que vous écrivez, c'est le même. Par contre, l'implémentation qu'il y a derrière, elle n'a plus rien à voir. Avant, on créait ce qu'on appelait un graphe. Je vous expliquerai tout ça un petit peu plus tard dans la présentation. Là, on est en mode eager, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de graphe. Voilà, c'est un peu différent. Et puis, tout est vraiment optimisé pour que ça marche très bien sur TensorFlow. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que ça marche très bien? Donc, il y a plein d'optimizers qui sont arrivés. Donc, vous avez tous ceux qui sont listés ici. Et donc, ça marche très très bien dans TensorFlow, et ça marche très bien avec les deux modes d'exécution qu'on verra tout à l'heure, donc graph et eager. Après, vous avez tout ce qui est métrique. Donc, pareil, il y a tout un set de métriques qui ont été définies. Mais vous pouvez aussi surclasser, faire de l'héritage en fait, de la classe métrique pour faire vos propres métriques si celles qui vous sont proposées ne correspondent pas à ce que vous voulez. Pour les fonctions de coût, vous avez à peu près la même chose. Donc vous pouvez étendre la fonction de coût pour développer les vôtres. C'est bon jusque-là? Ouais. Alors là, ça c'était du code de TensorFlow V1 pour créer des couches LSTM dans un réseau de neurones récurrents. En fait, quand on créait un réseau des couches LSTM, il fallait spécifier si on allait entraîner notre code sur une machine classique avec du CPU ou si on allait utiliser du GPU. Donc là, vous avez un if. Donc s'il y avait un GPU de disponible, vous exécutez ce code. Sinon, vous exécutez ce code. En version 2, ils ont simplifié tout ça. Et on appelle LSTM. Et en fait, le framework fait pour nous le test. Si le GPU est disponible, alors tu utilises le GPU. Sinon, tu restes sur la machine. Donc voilà, donc ça simplifie un peu la lisibilité du code, et puis dans un environnement, on entraîne de plus en plus nos modèles sur des infrastructures différentes, donc du coup ça simplifie la lecture du code. Il y a également la partie fonctionnelle de Keras. Donc là, tout à l'heure, je vous ai montré un exemple de Keras où je vous ai dit c'est séquentiel, on prend toutes les couches et puis on les met une à une. En fonctionnel, vous allez pouvoir prendre des sorties d'une couche et les donner à une autre, puis à une autre.
fait, ce n'est pas forcément linéaire. Vous allez pouvoir faire des architectures un petit peu alambiquées. Vous pouvez également créer vos propres classes de couches de réseau. Donc, c'est un exemple. Et puis, vous allez surtout pouvoir utiliser les capacités de TensorFlow pour préparer les données. Donc là, ce que fait le code, c'est qu'il prend des colonnes, il prend des données catégorielles, il fait du embedding, il prend des données numériques et puis il les met dans d'autres colonnes, etc. Donc tout ce qui est préparation de données, en fait, vous pouvez les faire directement dans TensorFlow et passer le modèle TensorFlow, enfin les données au format TensorFlow dans Keras sans être limité par l'API Keras. Autre truc qui est plutôt sympa, si vous faites du TensorFlow, pour débugger et voir ce qui se passe, il y a un outil graphique qui est plutôt sympa qui s'appelle TensorBoard. Donc TensorBoard, c'est une appli web, et puis vous voyez les phases d'entraînement de vos modèles, les valeurs que prennent différents paramètres que vous voulez monitorer, etc. Donc là, c'est pleinement intégré à Keras. Donc dès lors que vous allez entraîner un modèle avec Keras, vous pouvez brancher TensorBoard dessus. Et puis vous pourrez voir étape par étape ce qui se passe. Tout va bien? Courage, c'est la dernière conf. Après, c'est bon. Alors, une autre chose dont je vous ai déjà parlé, mais sans vraiment vous en parler, c'est le mode d'exécution. Donc, imaginez, il y a très longtemps, à l'époque du début de l'informatique, quand on écrivait un code, on prenait des cartes perforées. Moi, j'ai pas connu, moi, mais il y a peut-être des gens dans la salle qui ont connu. Et puis, du coup, on codait notre programme en faisant des trous dans les cartes. Et puis, on priait tous les dieux dans lesquels on pouvait croire. Et puis, on allait mettre la carte dans la machine. On espérait que le code allait marcher. Donc, on réfléchissait sûrement à l'époque beaucoup plus qu'actuellement, où on a juste à lancer le debug et puis on voit ce qui se passe. Mais Graph et Eager, c'est un peu pareil. Graph, en gros, c'est vous prenez votre modèle. Et lui, il va créer un graphe où il va mettre toutes les différentes étapes du modèle. Et du coup, en fait, vous ne pouvez pas débugger au milieu du code. Vous êtes obligé de... vous prenez votre modèle, vous écrivez votre modèle, ça crée un graphe, il exécute le graphe, et puis vous voyez si ça marche ou si ça ne marche pas. Mais ce n'est pas très itératif, quoi. Donc pour ça, le mode graphe, ça marche avec une session. Donc là, ça c'est du code Python. Donc on importe d'abord TensorFlow. Là, je crée 3 variables. Donc une variable x qui contiendra un float, une variable y qui contiendra également un float, et puis une variable z qui sera le produit de la multiplication. Le produit de la multiplication, c'était beau ça, de x et y. La multiplication de x et y, ou le produit de x et y. Bref. Donc du coup, on crée la session. Donc là, pour l'instant, j'ai créé en gros 3 variables, mais il ne se passe rien. Pour qu'il se passe quelque chose, il faut que je crée une session. Dans la session, je lui dis tu run z, donc tu vas lancer la multiplication. Après, je lui donne les valeurs que je veux allouer à x et à y. Et là, il crée son graphe, il exécute, et il me retourne 18. Donc vous voyez que pour faire une multiplication, c'est quand même un petit peu long et fastidieux. En mode Eager, alors là, du coup, je vous ai fait une addition. On prend deux tableaux, donc là, on utilise des NumPy arrays. Et puis, on a juste à faire tensorflow.add des 2 NumPy arrays, et ça nous donne le NumPy array résultant. Et là, en fait, vu qu'il n'y a qu'une addition, on ne va pas pouvoir débugger grand-chose, mais imaginez qu'il y en ait plusieurs, en fait, on pourrait très bien mettre différentes cellules et voir tout ce qui se passe. Alors que en graphe, là, vous ne voyez rien, ça construit le graphe, et puis vous voyez juste si le résultat il correspond à ce que vous voulez ou pas. Donc ça, c'est vraiment les deux modes qui sont différents. Donc avant, en version 1, on était en mode graphe. En version 2, par défaut, on est en mode Eager. Mais on peut activer le mode graphe si on veut. Parce que l'avantage du mode graphe, c'est que c'est quand même beaucoup plus performant. Donc du coup, quand vous avez écrit votre code en Eager,
si vous voulez le passer en mode graphe, il vous suffit juste de rajouter un décorateur Python, donc le TF function. Et le TF function, en fait, derrière, il va construire un graphe. C'est bon? Désolé, je cache la vue. Donc là, ça c'est une fonction qui s'appelle autographe. C'est bon, tu vas mieux? Je te vois te tordre. Donc autographe, c'est la même chose que, enfin, ça fait la même chose que le TF fonction, à savoir, ça crée un graphe à partir d'un code. Donc ça permet de débugger et de, enfin pas forcément de débugger, mais de voir comment il crée le graphe derrière. Donc là, on voit que sur une fonction qui est juste une addition entre deux valeurs, il nous crée bien un graphe où on a notre add et le A et le B. Voilà. Donc du coup, pour résumer, donc il y a deux modes, Eager Graph. Eager, c'est plus style Python. C'est facile pour prototyper, c'est facile à débugger, c'est facile à apprendre. Par contre, ça va peut-être être moins performant en production qu'un mode graph. Voilà un petit peu les deux différences. Alors là, du coup, on a vu... qu'est-ce qu'on a vu d'ailleurs? On a vu les différents modes d'exécution. J'ai un petit trou de mémoire. De quoi je vous ai parlé? Et Keras, voilà, les librairies haut niveau. Par contre, on n'a pas parlé de tous les petits changements qu'il y avait dans l'API. En fait, on n'en a pas parlé et on ne va pas en parler, parce qu'il y en a plus de 100. Il y a eu beaucoup de changements, et c'est vraiment des trucs qui sont très sioux et pas très intéressants pour un humain de retenir en fait, les changements entre l'API 1 et 2 sur certains trucs. Par exemple, ils ont réorganisé les namespaces. Donc du coup, vous n'avez plus les mêmes noms. Il y a des fonctions qui ont été renommées, des classes qui ont été renommées, donc des classes qui ont été bougées de namespace aussi. Il y a des symboles qui ont disparu, il y a des arguments qui ont changé, ou les valeurs par défaut des arguments ont changé, etc. Donc si vous avez à migrer un code de V1 à V2 à la main, bon courage. Par exemple, là vous avez le changement d'un namespace. Donc avant c'était random underscore normal, maintenant c'est random.normal. Ici vous avez, alors là c'est super sioux. Sur un dropout, avant on avait keep prob, donc on disait on garde 70% des neurones d'une couche. Maintenant, ils ont fait l'inverse. Donc, il faut faire 1 moins 0,7. Donc, vous voyez, si vous avez votre code et que vous l'exécutez vous mettez juste x07 en V1 et puis vous l'exécutez en V2, ça va passer, quoi. Sauf qu'en fait, ça ne va pas faire du tout ce que vous voulez. Et on a plein de trucs comme ça. Un autre exemple, là, ils ont changé l'ordre des arguments. Donc, name est passé à la fin. Du coup, ils ont quand même eu pitié de nous et ils ont fait des guides pour expliquer les différentes choses qu'ils avaient faites. Ils ont aussi mis des best practices. Ils ont pris tout ce qui... En fait, toutes les fonctionnalités qui étaient dans la V1 dont on n'a plus besoin en V2, ils les ont migrées dans un framework, dans un package qui s'appelle tfcontrib, qui s'appelle, tfcompat V1. Et par contre, le tfcontrib qui existait avant, où c'était toutes les choses qui n'étaient pas encore vraiment intégrées dans TensorFlow, ça par contre, ça a disparu. Et ils ont surtout fait un script qui fait la migration pour nous, donc qui s'appelle tfupgrade v2. Et si vous êtes, donc tfupgrade v2, ça marche avec des fichiers Python. Par contre, si vous avez des notebooks à migrer, il y a un collègue à moi qui a fait ce produit-là, tf2up.ml, qui convertit un notebook Jupyter de TensorFlow V1 à TensorFlow V2. Alors, donc là, on est sur un code lab. Ce qu'on fait, c'est qu'on download du coup, notre notebook dans un fichier Python. Après, on exécute cette fonction, donc cette commande, pardon.
Donc on va appeler le script qui va upgrader de la V1 à la V2. On va lui donner en infile, en input, le fichier qu'on a récupéré. Et puis on va lui dire comment on va appeler le fichier de sortie. Et une fois qu'on a fait ça, donc ça s'exécute, parfait. Et on a des logs qui apparaissent. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des fois où il y a des mots qui ont disparu, enfin des keywords qui ont disparu ou des choses comme ça. Donc là, il nous explique un petit peu ce qu'il a fait. Donc là, par exemple, il a réordonné des arguments et puis il a rajouté un keyword dans la fonction tf multinomial. Il a renommé la fonction tf multinomial en tf random categorical. Et puis, là, il y avait un bout de code où on disait « je veux exécuter en eager fonction ». En eager exécution, maintenant, vu que c'est par défaut, il y a plus de fonctions, enfin, il y a plus cette commande-là dans le code, mais comme ils sont sympas, ils l'ont laissé dans tf-compat v1, donc du coup, vous avez un lien vers tf-compat v1. Et après, pareil pour Adam Optimizer, celui-là, il n'existe plus, enfin, il n'existe plus tel quel, donc vous avez le lien sur tf-compat v1. Voilà. Et si on exécute notre code upgradé, il faut que vous me fassiez confiance, ceux qui sont au fond, mais ça a l'air de marcher. Alors, un autre aspect qui est intéressant, c'est le fait que pendant longtemps, enfin jusqu'à même il y a encore des gens qui le font, on fait des modèles que sur une seule machine. Même des fois, on les entraîne sur notre propre ordi. La tendance veut à ce qu'on traite de plus en plus de données, qu'on fasse des modèles de plus en plus complexes. Et donc, du coup, il est intéressant d'avoir des stratégies de distribution pour pouvoir construire des modèles avec beaucoup de données, et du coup, en répartissant les traitements sur soit plusieurs GPU, soit plusieurs machines ayant plusieurs GPU, soit plusieurs TPU, etc. Donc ça, c'est le même code qu'au début. Hein, c'est le modèle Keras séquentiel avec... il y a 3 couches. Et si je veux exécuter ce code-là sur du multi-GPU, j'ai juste ça à faire. Je définis ma stratégie et je lui dis, bon, tout ça, tu me l'exécutes dans le scope de ma stratégie. Donc, juste 2 lignes et je peux faire du multi-GPU. Si maintenant je veux faire du multi-node en synchrone avec du multi-GPU, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose qui change, j'ai juste la stratégie du haut, qui n'est plus la même classe. Alors vous voyez, là, vous avez TF Distribute Mirror Strategy, et là vous avez TF Distribute Experimental. Alors je ne sais pas s'ils l'ont changé dans les dernières semaines, à vrai dire, je n'ai pas revérifié. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il y a Experimental, c'est que le truc, c'est une bêta, donc il est présent, mais l'utilisez pas en production, quoi. Mais vous pouvez vous amuser avec. Donc voilà, donc ça fait du multi-node en synchrone sur du multi-GPU. Un autre aspect qui est sympa, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est les TPU. Là, vous avez juste à changer, vous mettez TPU stratégie, et ça exécute sur des TPU. D'autres add-ons et des extensions qui sont intéressantes. L'une des premières, c'est la sauvegarde des modèles. Si vous avez sauvegardé des modèles en V1, c'est un petit peu compliqué. Et surtout, le format qui sortait, il n'était pas forcément mangeable par d'autres frameworks de l'écosystème. Donc là, du coup, ils ont créé un truc qui s'appelle Save Model. Pour sauver les modèles, c'était plutôt original. Et l'avantage, c'est que ce format-là, il va être compatible avec la majorité des produits de l'écosystème. Donc, du coup, vous pourrez très facilement transférer un modèle d'un produit à l'autre. Un autre truc qui est cool, c'est TensorFlow Dataset. Donc là, ça référence une trentaine ou une cinquantaine de jeux de données, donc de différents types. Vous avez des jeux de données audio, images, texte, des choses pour faire de la traduction, de la vidéo, etc. Donc vous avez tout un package qui vous permet vous avez juste à faire, par exemple, là, si on veut le jeu de données MNIST, on fait TensorFlow Dataset.builder MNIST. Lui, il se débrouille, il va aller le prendre, le télécharger.
Enfin, il va instancier le builder, par contre. Ici, il va appeler download and prepare, donc il va le télécharger et le préparer. Et puis, il va faire un builder as dataset, et là, on aura notre objet TensorFlow dataset, et on pourra utiliser directement le jeu de données. Donc, dès lors que vous voulez tester des choses, vous n'avez plus besoin de vous embêter à aller chercher sur Internet un jeu de données qui correspond à ce que vous voulez faire. Vous pouvez utiliser les jeux de données qui sont proposés, sachant que la communauté participe à cet écosystème-là, et donc, du coup, il y aura de plus en plus de jeux de données disponibles. Alors ça, c'est d'autres produits qui sont intéressants. Donc vous avez TensorFlow Federated. Donc là, en fait, c'est pour faire du TensorFlow sur des données décentralisées. Après, vous avez TensorFlow Privacy, qui, comme son nom l'indique, c'est tout ce qui est privacy. Après, vous avez TensorFlow Agent, qui est une librairie pour faire tout ce qui est reinforcement learning. TensorFlow Probabilité, qui fait des raisonnements probabilistiques et de l'analyse statistique. TensorFlow Texte et Séquences. Vous voyez où je veux venir? C'est pour du texte et des séquences. Mesh TensorFlow, ça c'est un outil qui est pas mal utilisé par les gens de la recherche qui veulent traiter des très très gros volumes de données. Et puis vous avez aussi Sonnet qui a été développé par DeepMind. Alors, DeepMind, je pense que tout le monde connaît, c'est la société anglaise qui a fait AlphaGo, puis AlphaZero, qui entre-temps a été racheté par Google. Et je vous conseille d'aller sur leur blog, ils ont toujours plein d'articles intéressants. Et donc eux, ils ont développé en fait leur propre framework en dessus de TensorFlow qui s'appelle Sonnet. Donc du coup, si on conclut cette présentation, qu'est-ce qui a changé? Je vous ai dit tout à l'heure, ils ont fait en sorte que ce soit plus facilement utilisable. Donc maintenant, la librairie de haut niveau, on sait laquelle c'est Keras. Et l'objectif, c'est que d'ici la version 2 finale, tout marche bien. Le mode d'exécution par défaut, c'est le mode Eager. Donc comme ça, vous pouvez débugger facilement votre code. Si vous êtes des développeurs Python, c'est facile. Ils se sont améliorés sur la clarté de l'API. Les fonctions qui étaient dupliquées ont été supprimées. On retrouve une syntaxe qui est cohérente. Donc vous n'avez plus des fois des underscores dans des noms de package, des fois des points, etc. Et puis ils ont surtout fait en sorte que tout ce qui existe soit compatible avec tout l'écosystème TensorFlow pour vraiment faire un framework complet. Et puis, c'est flexible. Vous avez toujours accès à tout ce qui est bas niveau si vous voulez développer des choses très, très bas niveau. Et puis, vous pouvez hériter des interfaces, pour créer vos propres métriques, vos propres fonctions de coût, vos propres variables, vos propres checkpoints, vos propres layers, etc. Donc du coup, vous pouvez toujours faire tout ce que vous voulez, mais dans un cadre qui est un petit peu plus clair. Quelques tips avant de vous laisser. Si vous êtes intéressé par monter en compétence sur TensorFlow, ils ont lancé, lors du TensorFlow Summit, il y a eu 3 annonces de cours. Donc, c'est des cours en ligne. Vous en avez un sur Udacity, sur deeplearning.ai et sur FastAI. Alors, sur Udacity, c'est vraiment les bases de TensorFlow. Il y en a où c'est Swift. Ouais, FastAI, c'est Swift. Et celui du milieu, je ne l'ai pas fait, mais je pense que c'est un peu... ça doit être... vous montez en compétence sur tout TensorFlow. Donc, ils mettent From Basic to Mastery. Donc, je pense que ça doit être de la base... à plus haut. Je vous remercie. Juste avant de prendre des questions, ce talk, c'est moi-même qui l'ai réalisé en personne, ce n'était pas un avatar. Cependant, je me suis inspiré de pas mal de sources, donc j'en profite pour vous les transmettre. Tous les talks qu'il y a eu à TensorFlow Dev Summit en mars sont super intéressants, reprennent ce que j'ai dit, mais en beaucoup plus long parce que c'était sur une journée. Vous pouvez également regarder les posts Medium de Margaret Maynard-Reid, qui est une GDE très active en machine learning et
qui en général fait des posts qui suivent très très bien l'actualité de TensorFlow. Et puis vous avez aussi un Français qui s'appelle Aurélien Géron, qui a fait des notebooks pour apprendre TensorFlow V2 et Keras. Que vous débutiez ou pas, en fait, ils sont plutôt bien faits et ils s'adaptent à tout le monde. Voilà, vous avez également les vidéos de Thibaut Neveu sur YouTube, qui est un Français aussi, donc c'est plus simple pour nous, et qui sont très bien faites. Voilà, je vous remercie. Et Merci si vous beaucoup. avez des questions.